Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, je reçois le sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller. Bonjour. Bonjour. Il sera question dans cette émission de la reconstruction de la droite, quelques mois après les présidentielles et les législatives. On parlera des élections sénatoriales de ce dimanche, même si elles n'impliquent pas les départements picto-charentais. On parlera de santé publique, de la grogne sociale. Il sera également question de la situation économique dans le nord de Sèvres, votre territoire électif. Philippe Mouiller, c'est donc aujourd'hui qu'ont lieu les élections sénatoriales. Je l'ai dit, cette année, elles ne concernent pas nos départements. La droite, néanmoins, semble assez sereine, puisque je rappelle l'immense majorité du corps électoral, ce sont les maires, et aux dernières municipales, eh bien, vous avez repris beaucoup de communes à la gauche. Donc vous êtes, j'imagine, assez serein. Serein, prudent. On attend dans quelques heures d'avoir les résultats précis, mais c'est vrai que le corps électoral étant composé, issu des dernières élections municipales, il est globalement favorable à la droite. Et puis globalement aussi, les différentes annonces du gouvernement concernant les relations avec les collectivités, ne sont pas en faveur des candidats qui sont soutenus par le Parti En Marche. Je veux dire que le rouleau compresseur de la France En Marche, aux dernières législatives, n'aura pas le carburant nécessaire pour faire un très bon score? Je ne sais pas si on peut le comparer, puisque l'élection est différente, le tempo est différent, donc je crois que le Sénat est toujours à part, notamment dans son échiquier politique, dans son organisation, donc ça restera en tous les cas une chambre de stabilité. Est-ce qu'au Sénat, il y aura un groupe des En Marche avec des sénateurs de votre formation politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les constructifs? Alors je ne peux pas vous dire encore, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Je sais que depuis plusieurs semaines, un certain nombre de sénateurs réfléchissent à la mise en place d'un groupe un peu équivalent que le groupe constructif de l'Assemblée nationale, mais tout n'est pas fini, parce qu'au Sénat c'est très compliqué. On est capable, à un moment donné, sur beaucoup de textes, de se retrouver, quelles que soient les sensibilités. Alors, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une forme d'association d'amicale? Tout le débat reste ouvert. En tous les cas, le Sénat est toujours dans cette démarche d'accompagnement des bons textes dans l'intérêt général. Et vous-même, vous avez été approché par En Marche? Oui, bien sûr. J'étais très naturellement dans l'équipe qui a soutenu Alain Juppé. Et donc, j'étais sollicité, non pas par En Marche, mais par les sénateurs plus engagés dans la construction d'un nouveau mouvement. On discute, mais je crois qu'aujourd'hui, on attend avant tout le résultat des élections. Alors, vous l'avez dit, vous avez soutenu Alain Juppé lors des primaires de la droite en vue des présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des regrets? Non, pas du tout, pas de regret, parce qu'on était avant tout sur un engagement d'idéologie. Et je crois qu'Alain Juppé correspondait à travers son projet à ma sensibilité très humaniste. Mais en même temps, tout le débat pour nous, c'est comment est-ce qu'on se retrouve maintenant, soit au sein des Républicains, ce qui est quand même mon souhait, ou en dehors, comment est-ce qu'on retrouve pour continuer à porter ces idées et je dirais ce projet. Comment on se retrouve et comment on se positionne entre En Marche et puis les Républicains un peu juppéistes? Franchement, il n'y a pas grand-chose pour les différencier politiquement parlant. Qu'est-ce qui les différencie? Ça dépend quand même d'un certain nombre de sujets. Par exemple, si je prends l'exemple de l'actualité, c'est vrai clair qu'en matière pour le travail, la réforme du Code du travail, on est assez proche de cette sensibilité. Inversement, lorsqu'on commence à évoquer le budget de la loi de finances qui va être votée, lorsqu'on évoque notamment les relations avec les communes, les collectivités, les rabots proposés, là on est quand même en décalage. Donc c'est un peu un système à la carte. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est surtout important, c'est comment est-ce qu'on fait valoir cette sensibilité, ces idées. J'ai fait le choix de le faire au sein des Républicains. Je suis moi-même président de ce mouvement dans mon département. Mais c'est clair, il faut des espaces de dialogue avec une capacité de se rassembler très largement lorsqu'on considère que les propositions du gouvernement vont dans le bon sens, dans l'intérêt général. Alors, votre parti politique, les Républicains, va élire en décembre prochain son nouveau président. À l'occasion pour chacun de se prononcer sur son favori. Et comme souvent, c'est pas très simple. Regardez. Et de 6, ils sont 6 candidats déclarés à briguer la présidence du parti Les Républicains. Dernier en date, Maël de Calan, 37 ans, conseiller départemental du Finistère, juppéiste. Il se présente avec une double ambition. D'abord, la volonté de faire de la politique très différemment, de manière plus fraîche, en se débarrassant du cynisme, du sectarisme, de la mauvaise foi, et ensuite en portant sur le fond les couleurs d'une droite ouverte et d'une droite équilibrée. Déboussolée après son échec à la présidentielle, la droite se cherche une ligne politique et un leader pour l'incarner, mais déjà les ambitions personnelles apparaissent. Aujourd'hui, ça n'est pas le temps du choix de notre candidat pour 2022. Ne transformons pas notre parti en écurie présidentielle. Ça, les militants n'en veulent pas. Il faut un temps de reconstruction. Visé, Laurent Wauquiez, le grand favori, seul poids lourd à se présenter, entend bien parvenir au sommet du parti. Il défend une droite conservatrice et libérale qui séduit le noyau dur des militants. Alors oui, pour relever notre famille politique. Alors oui, pour redonner ses valeurs à la droite.
Alors oui, pour redonner une voix aux Républicains. Alors oui, pour qu'enfin la droite soit de retour, je suis candidat à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez tente de rassurer pour rassembler une droite morcelée. Dans la course, il est le préféré des militants du parti qui voteront les 10 et 17 décembre. Quel qu'il soit, le futur président des Républicains devra faire la synthèse des différents courants pour éviter la scission. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Alors cette recomposition de la droite française, eh bien, je vous propose d'en parler avec notre invité surprise de la semaine. Il s'agit de Romain Bonnet, militant Les Républicains de la Vienne et tout récent référent du candidat Laurent Wauquiez. Bonjour. Bonjour Jérôme Guillain. Vous vous connaissez un peu, hein, je crois. Oui, tout à fait. Romain Bonjour Bonnet, Philippe. le wauquiéiste que vous êtes a en face de lui un sénateur juppéiste. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? On va entamer un processus qui va viser à refonder notre mouvement politique qui, avec Philippe, je pense, est d'accord avec moi, est en convalescence après les défaites lourdes, présidentielles et législatives. Il y a plusieurs raisons à ces défaites. Je ne reviendrai pas sur la problématique du candidat qu'a porté notre formation politique. Mais je pense que derrière ces défaites, on a plusieurs causes. Notamment, on s'est renfermé. Je pense qu'on s'est renfermé dans un débat muet entre des élites au sein de notre formation politique. Pas assez proche. Pas assez proche des territoires. Pas assez proche de la base. Pas assez proche des territoires ruraux, des classes populaires, des ouvriers. Je pense qu'on s'est coupé de ce qu'a fait notre victoire en 2007, c'est-à-dire de faire une campagne populaire. Et aujourd'hui, avec Laurent Wauquiez, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai rejoint Laurent Wauquiez et que je suis son coordinateur dans la Vienne, Philippe Labiche pour la région Poitou-Charentes, c'est qu'on veut redonner à cette droite une droite populaire qui parle à tous les territoires et notamment aux territoires ruraux. Vous êtes coupé de la base ? Non, moi je pense qu'on n'est pas coupé de base, mais je partage les propos de Romain. Et je crois qu'à travers cette élection, au-delà du candidat qui sera choisi... Donc, quel sera le vote, comment ? Votre candidat. Pour l'instant, je ne prends pas position. Justement, je laisse passer les élections sénatoriales, puisqu'on est en train de discuter, et je prendrai position à l'issue de ces élections. Donc je serai engagé dans tous les cas dans la campagne. Mais pour moi, ce qui est important, c'est quel que soit le résultat, quel que soit le candidat, la notion de synthèse. Et c'était très bien dit dans le reportage, dans la conclusion, la synthèse est essentielle. Et à travers cette élection, ce mouvement, moi j'espère que demain matin, on ne parlera plus des juppéistes, qu'on ne parlera plus des sarkozystes, mais qu'on parlera avant tout d'un projet dans lequel l'ensemble des sensibilités, et donc non pas des hommes, mais des sensibilités, eh bien, pourront se retrouver. C'est en tous les cas l'essentiel si on veut qu'il n'y ait pas de fracture au sein de ce mouvement. J'ai bien compris, il faut tous se rassembler, mais pour le moment, il n'a pas lieu le rassemblement. Il y a vraiment de vraies différences entre Laurent Wauquiez et puis d'un candidat plus modéré. Je pense qu'il y a une marge. Et j'entends dans le débat public certains candidats aujourd'hui à cette même élection, la présidence du parti, caricaturer, de dire est-ce qu'on est à droite, suffisamment à droite, trop à droite. Je pense qu'il faut sortir de ce débat-là, sortir de dire est-ce qu'on est trop à droite. Il faut porter aujourd'hui une politique qui répond aux préoccupations des territoires, qui répond aux préoccupations des Français. Donc c'est là où va peut-être y avoir un point de discorde, et encore, je pense que c'est à la marge, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a encore des choses à faire ensemble et que notre famille politique n'est pas explosée. On le voit très bien. Philippe a soutenu Alain Juppé. D'autres ont soutenu Alain Juppé. Aujourd'hui, entre Alain Juppé sur et un Laurent on voit Wauquiez, Virginie Calmels. Il y a quand même une énorme marge on voit Virginie Calmels qui nous a rejoint. Virginie Calmels nous a bien rejoint. Donc, Philippe Mouillet, pour vous, Laurent Wauquiez, c'est quoi ? C'est souhaitable, envisageable, inexcusable ? Non, ni l'un ni l'autre. Je crois que ces termes ne me conviennent pas. Je crois que le vrai sujet, c'est qu'au moment d'une élection, c'est le cas aujourd'hui, il y a 6 candidats. Très naturellement, eh bien, les candidats montrent leurs différences pour motiver les électeurs à prendre parti pour l'un ou l'autre. Ça, c'est la phase que nous allons vivre avec le choix du président. Et puis ensuite, il y a la phase de construction du projet politique, qui est entamé forcément à travers les convictions du futur président. Mais pour construire un projet, eh bien, il faut travailler sur le plus grand dénominateur commun. Et c'est là que la nuance appartient. C'est là qu'à un moment donné, on est capable de faire évoluer les lignes. Et à l'issue de tout ça, nous verrons si réellement on est sur un projet qui mobilise le plus grand nombre ou si des différences sont telles que des clivages qui pourraient être destructeurs pourront perdurer. Romain Bonnet, pour vous, Juppé-Macron, c'est pareil ? Non, il y a une différence. Il ne faut pas... Laquelle ? Oui. Je pense que les juppéistes appartiennent toujours à un mouvement de droite. Je pense que Macron
est un mouvement de centre-gauche. Il ne faut pas l'exclure. On le voit aujourd'hui, sa politique dans les territoires ruraux, politique du logement. On oublie les territoires ruraux. La droite est attachée aux territoires ruraux. C'est pour ça qu'il faut qu'elle réaffirme cet attachement aux territoires ruraux, aux classes moyennes. On le voit aujourd'hui dans les territoires ruraux, et c'est important parce qu'on a un grand défi qui s'ouvre à nous. C'est de répondre, si nous voulons encore gagner des élections, répondre aux interrogations de nos électeurs qui nous ont fui. Nos électeurs ne votent plus pour nous, s'abstiennent ou alors vont vers les extrêmes. Alors justement, dernière question. Les extrêmes sont quasiment majoritaires dans notre pays. C'est ça qui doit nous inquiéter. Nous, on est une région où justement, c'est quand même les modérés qui s'imposent dans votre camp. Ça a toujours été, c'est historiquement les modérés. Comment vous pensez pouvoir imposer finalement la candidature Laurent Wauquiez à des militants, des adhérents, des sympathisants qui sont plutôt modérés et qui votent plutôt pour quelqu'un comme Philippe Mouillet? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de changement au sein de la droite, une volonté de renouvellement, de voir aussi de nouvelles figures politiques, une jeunesse, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Et pour parler, est assez proche des militants de la base, je peux vous assurer que ce n'est pas le même constat qu'ils font, et ils ont vraiment envie de voir demain Laurent Wauquiez à la tête du mouvement. Moi, je voudrais juste réagir à le positionnement Juppé-Macron. Je crois qu'aujourd'hui, le débat, c'est surtout à travers notre positionnement, le fait de pouvoir choisir, de pouvoir à un moment donné considérer que certaines mesures portées par le gouvernement nous sont favorables. Par un juppéiste, oui, un Premier ministre, quand même, parce que même parfois, on a, nous, à droite, proposé des solutions équivalentes et parfois même, on n'a pas osé les mettre en place. Donc, on ne peut qu'être favorable à cette démarche-là. Et inversement, il y a aujourd'hui, dans les mesures qui sont proposées par le gouvernement, des choses que nous combattons. Et je crois qu'il faut avoir ce discernement. Je ne sais pas si le rapport entre le gouvernement Macron, c'est-à-dire un rapport gauche-droite, centre-gauche, centre-droite, je crois que c'est avant tout un débat sur l'intérêt général de la France et savoir à la fois pousser ce qui va bien et combattre ce qui nous pose aujourd'hui une vraie difficulté. Merci Romain Bonnet d'avoir accepté d'être l'invité surprise de cette émission. Philippe Mouillet, la droite voisine, je le disais, traditionnellement modérée, et une de ses figures emblématiques est en train de quitter la scène politique. Je vais bien sûr parler de Jean-Pierre Raffarin, qui vient d'ailleurs de parrainer, lui, la candidature de Maël de Caland, et donc il n'est pas apparemment séduit par Laurent Wauquiez, Jean-Pierre Raffarin. Très rapidement. Il y a une sensibilité, tout le monde la connaît. Moi, j'ai un profond respect et je voudrais profiter de ces quelques instants pour le saluer et avoir une profonde reconnaissance pour l'action politique qu'il a menée sur le plan national comme sur le plan local. Allez, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Raffarin lors d'une soirée d'adieu aux élus locaux. C'était lundi dernier. Je ne veux plus m'engager pour la conquête du pouvoir. J'ai fait des batailles politiques, mais je m'intéresse au débat d'idées, mais pas à la conquête du pouvoir, pas au jugement des uns contre les autres. Ma foi, je travaillerai avec les uns ou avec les autres sans m'occuper des étiquettes politiques. Je vais prendre de la distance avec les enjeux de pouvoir. Je reste quelqu'un de conviction, je reste quelqu'un qui a des valeurs, qui a des engagements politiques au sens le plus noble, mais je ne veux plus me mettre dans une chapelle et guerroyer contre les autres chapelles. Philippe Mouillet, est-ce qu'il manque un Jean-Pierre Raffarin dans les Deux-Sèvres, par exemple, savoir quelqu'un dont l'aura permet de rassembler un peu les différents camps de son propre parti et puis, de par sa notoriété, bien amener des investisseurs sur son territoire? Oui, alors c'est clair que on voit bien aujourd'hui toute la plus-value, tout ce qu'a pu apporter Jean-Pierre Raffarin à la fois pour le Poitou-Charentes, mais au niveau national. Alors, ça manque dans les Deux-Sèvres. On n'a pas dans les Deux-Sèvres aujourd'hui une telle personnalité avec une telle notoriété. Mais je crois qu'il faut surtout saluer son engagement national et puis son choix aujourd'hui à la fois de passer à un autre projet et donc avec une vraie sensibilité à partir de son expérience de Premier ministre, de président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, où on voit bien son engagement pour la paix et aussi une belle mission. Donc on peut que saluer ce choix. Son départ en politique, vous le comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je le comprends. Je crois qu'il a choisi cette période où un véritable renouvellement s'est imposé à la France. Et puis en même temps, je suis heureux qu'il reste quelque part dans cette sphère politique, non pas dans une démarche de militant, mais avant tout dans une démarche de sage, à son image, et porteur de messages d'espoir et de paix sur le plan international. La droite au Sénat est au centre d'une affaire de détournement d'argent public entre 2009 et 2014. Vous qui avez été longtemps assistant parlementaire du sénateur Michel Bécaud avant de lui succéder au Palais du Luxembourg, vous connaissez très bien les arcanes de la maison. Selon les informations de Mediapart, en 12 ans, plus de 10 millions d'euros de subventions publiques auraient été ainsi redistribués aux élus de droite qui s'ajoutent à leurs indemnités légales. Je rappelle que dans cette affaire, André Dulay, sénateur des Deux-Sèvres jusqu'en 2014, a été mis en examen
pour détournement de fonds publics par une personne exerçant une fonction publique et recèle de ce délit. Quel est votre point de vue sur cette affaire? Alors, j'avoue que je connais ce dossier principalement à travers les informations données par les médias. Lorsque je suis arrivé au Sénat, j'ai eu forcément très naturellement vent de ce sujet, puisque déjà la justice avait été saisie. Voilà, donc, vous n'avez jamais vu, vous, circuler de chèques de la part de l'URSS, tout ça? Non. Alors, d'ailleurs, même l'URSS, j'ai découvert ce nom en arrivant. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que comme la justice est saisie, c'est qu'il puisse à un moment donné faire un éclairage. Je crois qu'on rentre dans une période nouvelle de la vie politique. Il y a eu le débat sur la moralisation. Je crois qu'il est nécessaire que, d'une façon très générale, on prête de tous les dossiers et que tout soit mis sur la table de façon à ce qu'on évolue dans les comportements politiques. Donc aujourd'hui, j'ai pas de valeur de jugement, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements posés, et je crois qu'il faut à un moment donné que la justice fasse son travail à travers ce dossier. Est-ce que cette affaire est une pierre dans le jardin de ceux qui ne veulent plus du Sénat, qui disent que le Sénat finalement ça ne sert plus à rien? Oui, c'est certainement, je dirais, un argument supplémentaire. Mais je souviens, j'étais encore hier avec un groupe des Deux-Sèvres qui a l'occasion de venir visiter le Sénat, et lorsqu'on explique réellement le fonctionnement, lorsqu'on peut montrer la plus-value de cette institution, les acteurs, les gens repartent convaincus. Donc moi, mon dossier, c'est avant tout le renouvellement, le faire en sorte de mieux communiquer sur le rôle du Sénat, et puis avant tout apporter une vraie plus-value dans le débat politique. Alors de votre côté, vous, en 3 ans, vous avez par exemple co-signé, je crois, 48 propositions de loi, mais vous n'avez été l'auteur que d'une seule, et elle visait à permettre une entrée en vigueur progressive de l'interdiction pour un parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale, comme par exemple maire. Et je rappelle que jusqu'au 2 octobre, vous êtes toujours maire de Montcoutan. La proposition a été rejetée. Franchement, est-ce que ce n'est pas une proposition de loi égoïste? Non, pas du tout, parce qu'elle correspondait, je dirais, à une demande assez collective, à la fois des élus locaux, des autres maires, et à la fois d'un certain nombre de parlementaires. La difficulté de ce texte, c'est qu'on remet en cause finalement le lien... L'idée, c'est que vous puissiez rester maire jusqu'à la fin du mandat de maire. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, après, on arrête. C'était ça. Et avec même une possibilité d'amendement à ce texte de loi qui était éventuellement de mettre un seuil. Parce que je suis maire de Montcoutan jusqu'au 30 septembre. Montcoutan, 3300 habitants, ce ne sont pas les mêmes engagements que la ville de Toulouse ou la ville de Lyon. Et je crois qu'à un moment donné, ce lien avec le territoire est essentiel, surtout au Sénat où on représente avant tout les élus locaux. Voilà, c'était ça la volonté. À partir de là, c'était l'occasion de relancer le sujet, de voir s'il y a une opportunité. Le choix a été fait, dont acte, mais je regrette en tous les cas l'application de ce texte, notamment pour les communes rurales. Très franchement, il n'y avait pas plus urgent que de faire une proposition de loi dans ce sens? Oui, parce qu'il y avait d'autres urgences, et c'est pour ça que j'ai co-signé 44 autres textes de loi. Pas être auteur d'une loi. Ah non, mais à partir de là... On vous en vouloir. Je pense que moi, je sais pas, vous êtes... Voilà, j'ai mon sénateur qui fait une seule loi, qui écrit une seule loi, et c'est celle pour finalement rester un petit peu maire plus longtemps, et sénateur... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment satisfaisant. Je pense que vous êtes un spécialiste. Vous savez comment fonctionne l'écriture des lois. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes le tête de liste et que vous portez un texte de loi que votre nom en premier, vous êtes À partir de là, je crois que ce qui est plus important, c'est de regarder à la fois le nombre de supports sur lesquels j'ai pu travailler. Vous évoquez pas un peu plus de 1400 amendements. Enfin, le travail, il ne se résume pas simplement à un texte. Celui-là, c'est symbolique. Il était symbolique parce que j'ai eu le courage politique de porter ce débat-là. Par contre, je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que, notamment pendant le dernière année législative, 65% des amendements du Sénat sont restés dans les textes à l'issue des débats parlementaires, et c'est ça la véritable plus-value. Pas simplement le Sénat sert à quelque chose. Philippe Mouiller, cette semaine est marquée par la grogne sociale contre les ordonnances sur la loi travail. Il y a eu des manifestations jeudi, puis hier samedi. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des Français qui manifestent? Oui, tout à fait. Est-ce que ce sont les feignants? Est-ce que ce sont des gens qui ne comprennent rien aux affaires du monde? Non, moi je regrette d'ailleurs l'utilisation de ces mots, de ces termes. Je pense que pour apaiser les situations, ce n'est pas une bonne chose de pouvoir utiliser de tels propos. Il est normal aujourd'hui que sur une réforme de fond, une réforme importante, un certain nombre de salariés s'inquiètent, se posent des questions. Il est normal aussi que dans les évolutions du dialogue social, les syndicats se posent des questions. Et moi je salue en tous les cas le travail de la ministre du Travail qui a organisé beaucoup de concertations pour élaborer ces textes. Donc les changements sont toujours cause d'interrogation, parfois de mécontentement. À partir de là, l'idée, c'est de faire la synthèse générale et considérer que la plus-value apportée par ce texte pour notamment relancer l'emploi est essentielle et le dialogue doit continuer. Emmanuel Macron a déclaré mercredi: la démocratie, ce n'est pas la rue.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il n'est pas l'auteur de ce texte. D'autres l'ont dit avant lui, évidemment. Non, je crois qu'il faut être clair à un moment donné que la démocratie se passe. Répondit la démocratie, c'est écouter les Français. Voilà. Je crois que c'est aussi une bonne interprétation. Je crois Jean-Luc Mélenchon a dit la démocratie, c'est les élections et la rue. Voilà. Moi, je pense que la démocratie, ce sont avant tout les textes qui sont votés par les parlementaires représentant à la fois les concitoyens, mais en même temps, il faut avoir cette capacité de faire évoluer les réflexions au regard de ce que peuvent dire nos concitoyens, les Français, et aussi la rue. Donc à un moment donné, c'est plutôt un outil de porteur de messages, et la synthèse est nécessaire. Voilà. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir beaucoup plus, je dirais, de sagesse dans tous ces éléments-là. Le vrai fond, c'est l'intérêt général, et quel est l'intérêt de la France, notamment pour l'emploi. Donc vous comprenez les inquiétudes, mais vous n'irez pas manifester? Je n'irai pas manifester, et notamment, j'approuve une grande partie des textes qui sont proposés par le gouvernement. Alors je vous propose de voir un reportage que nous avons diffusé sur notre antenne cette semaine concernant la bonne santé, on peut le dire, de l'économie dans le nord de Sèvres, à telle enseigne que 240 postes seront proposés en job dating à Bressuire le 19 octobre prochain. On en parle juste après. Un recrutement directement affiché sur l'usine pour trouver de la main-d'œuvre. C'est le choix plutôt étonnant des meubles Célio. Car les affaires marchent bien pour Alain Liot, le PDG. Un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, plus de 60 ans d'histoire industrielle dans le bocage bressuirais et des innovations porteuses d'emploi. Là, on a typiquement le produit qui fait notre croissance 2017, puisque c'est un lit escamotable. Donc, la banquette va s'escamoter et vous découvrez un lit ici directement avec ce qui est nouveau, une très très belle épaisseur de literie. Mais si ce fabricant de meubles recrute, c'est surtout grâce à quelques très gros contrats liés à la reprise économique. Les 180 salariés du site vont devoir équiper 8000 cabines de paquebots issues des chantiers de Saint-Nazaire. Ça nous représente 5 ans de travail pour environ 15 personnes en permanence. On fabrique, dans le cas présent, des cabines passagers, mais on a fabriqué préalablement les cabines équipage. Donc c'est ce qui fait l'intérêt du sujet pour nous. Et c'est loin d'être un cas isolé dans le nord de Sèvres. Les entreprises qui recrutent se comptent par dizaines, à tel point que mi-octobre, un important job dating sera organisé dans le centre des congrès de Bocapol, avec 240 offres d'emploi à la clé, car les acteurs économiques sont obligés de s'organiser pour répondre à la demande. Oui, c'est compliqué. L'information sur les besoins réels des entreprises ne va pas suffisamment jusqu'aux demandeurs d'emploi. Il faut les faire venir, il faut leur montrer que c'est possible, il faut leur montrer qu'il y a du travail localement, à proximité de leur habitation. Chez GR Industrie, par exemple, les commandes ne manquent pas. Alors voici un exemple de pièce qu'on va réaliser à partir de l'année prochaine. Il s'agit d'une pièce du haillon de la 508 qui va être produite chez PSA à compter de 2018 et dont on a fabriqué également l'outillage dans nos ateliers à Cerizay. Et comme le marché automobile repart, de nombreuses entreprises recrutent dans la métallurgie, mais il y a pénurie de main-d'œuvre. On s'arrache les fraiseurs, les soudeurs. Une denrée rare, GR Industrie s'adapte donc pour ne pas annuler les commandes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on recrute non plus une compétence, on recrute un savoir-être, un comportemental, et on va le former en interne. Ça pose plusieurs problèmes, puisque c'est nos compagnons en interne qui vont faire du tutorat pour former les gens. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils forment, on a peur de cette main-d'œuvre pour fabriquer derrière. Mais quand on parle de reprise économique dans le bocage bressuirais, certains salariés n'ont pas la mémoire courte. Ils n'oublient pas, en particulier, la chute du constructeur automobile Heuliez qui employait des milliers de personnes dans les Deux-Sèvres jusqu'en 2013. Des plaies sociales qui ont du mal aujourd'hui à se refermer et qui poussent certains syndicalistes à la prudence. Je pense que s'il y avait une reprise dans le bocage, les salariés seraient au courant, quoi. Il y a quand même, je pense, beaucoup d'emplois précaires proposés, des emplois de 4 heures, de 10 heures, de 15 heures, de 24 heures. Pourtant, lors de la journée de recrutement organisée le 19 octobre à Bressuire, 60% des contrats seront des CDI, des emplois proposés principalement dans le domaine de l'industrie. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. Mon invité est Philippe Mouillet, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. On le voit bien sur ce reportage, pour qu'une entreprise embauche, il faut que le carnet de commandes se remplisse et pas forcément toucher au code du travail. Non, mais en réalité, il y a souvent un lien entre la notion de souplesse et de flexibilité dans la gestion des entreprises. Et le code du travail, c'est un élément, c'est pas le seul. Imaginez que la seule relance économique se fera à partir du code du travail n'est pas suffisant. C'est un outil parmi les autres. Aujourd'hui, le reportage... de protéger quand
justement, il n'y a pas de commande. Alors, ça permet de protéger quand ça n'a pas de commande, mais ça permet aussi, à un moment donné, lorsque il y a des interrogations, parce qu'on voit bien, il y a un moment donné, il y a l'exemple de l'USBus qui est évoqué, où les salariés sont inquiets. On est sur une entreprise qui vit avec des commandes je dirais un peu en yo-yo. Donc, il y a des périodes où ils ont besoin de beaucoup de salariés, et inversement, des moments donnés où les commandes, eh bien, sont pas au rendez-vous ou sont décalées dans le temps. La souplesse leur permettrait à un moment donné d'adapter la situation du travail au cadet de commande de l'entreprise. Quand on interroge les entrepreneurs sur place, on nous dit qu'il y a un problème de formation au métier de l'entreprise, de l'industrie. C'est ça. C'est un autre sujet. Le vrai problème aujourd'hui de ce territoire, d'abord, est-ce que vous ne pourriez pas faire une proposition de loi pour améliorer la chose, par exemple? C'est un vrai sujet sur lequel on va être amené à travailler avec le gouvernement, puisque la réforme de la formation professionnelle est au menu, est au programme. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'adaptation des formations aux besoins des entreprises locales. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est aussi de mobiliser les gens à aller travailler. Moi, je vois à un moment donné, dans ma propre commune, les artisans, l'industrie agroalimentaire manquent de main-d'œuvre. Et puis, en même temps, c'est la concurrence des Pays de Loire. On est quand même à côté d'une région où il y a aujourd'hui une vraie relance économique. Les chantiers de Saint-Nazaire aussi absorbent un certain nombre de savoir-faire. Et donc, c'est une vraie difficulté sur laquelle, eh bien, avec les acteurs politiques et les acteurs économiques, il faut qu'on trouve des réponses. Est-ce que vous en avez parlé à Édouard Philippe lorsqu'il est venu dans les Deux-Sèvres la semaine dernière? Alors, c'était un sujet, notamment, lorsqu'on a évoqué le problème du recrutement, parce que c'est vrai que toutes les régions de France ne sont pas concernées de la même façon. En ce moment, un certain nombre d'habitants du nord de la France viennent dans le bocage pour trouver de l'emploi. Ils sont étonnés de voir qu'on leur propose tout de suite des CDI pour pouvoir s'impliquer directement dans l'entreprise. Allez, un mot sur l'hôpital Nord de Sèvres qui devrait ouvrir ses portes en juin 2018. Y aura-t-il assez de médecins pour le faire fonctionner? Oui, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a certes, malheureusement, des départs. Alors, il y a des départs programmés, des retraites. Il y a aussi, par dysfonctionnement et par des problématiques relationnelles, aujourd'hui, des départs. C'était la une des journaux cette semaine. Mais en même temps, on a aussi un certain nombre de spécialistes, un certain nombre aussi de jeunes médecins qui sont moi, Philippe Mouillet, je vous dis qu'il y aura des médecins à l'hôpital Nord de Sèvres en juin 2018. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la création d'un nouvel établissement, ça attire un certain nombre de spécialistes. Et la mise en place du réseau et des liens avec les unités régionales sont aussi une plus-value. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être inquiet, il faut être optimiste sur la mise en place de cet hôpital, mais être vigilant, notamment sur le maillage territorial. Il nous reste 20 secondes. Quid des services d'urgence à Thouars, Parthenay et Bressuire? C'est un vrai sujet sur lequel je suis engagé. Je souhaite réellement qu'on puisse conserver ces services d'urgence. Il va falloir finaliser le sujet. Aujourd'hui, on a des engagements. Il faut être certain d'aller au bout de ces engagements, parce qu'à un moment donné, c'est à la fois le volet routier, la proximité de l'hôpital et la capacité d'avoir un véritable service public de proximité auprès des habitants. C'est un point essentiel dans le débat sur lequel, eh bien, j'espère que nous aurons une issue favorable, mais je suis plutôt optimiste également. C'est la fin de cette émission. Merci Philippe Mouillet d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, eh bien, il suffit de vous rendre sur notre site internet où cette émission est d'ores et déjà en ligne. La semaine prochaine, on parlera beaucoup environnement avec mon invité qui sera la députée socialiste Delphine Batho, unique membre du PS rescapé des dernières législatives en Poitou-Charentes. Tout de suite, l'information régionale avec le journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous. À la semaine prochaine.